Nous avons donc Stéphanie Ampard qui ici est avec nous, qui a été une des chevilles du projet The Camp Aix-en-Provence, mais qui a aussi créé un site qui s'appelle iFlow à Genève, aussi en tant que lieu, tiers-lieu, et maintenant qui est sur un projet qui est à la fois de communauté magazine, de web et de radio, qui s'appelle So Good. Nous avons donc bienvenue. Merci de partager ce moment de co-animation. Les femmes donc sont à l'honneur puisque nous avons aussi Daphné Chervillard qui est elle donc directrice et fondatrice de Marseille Solutions, qui est donc un accélérateur aussi d'alliances stratégiques pour développer la transition sur notamment la région de Marseille, la grande région de Marseille, si j'ai bien saisi. Elle nous en parlera bientôt. Ensuite, nous avons Jérôme Cohen, qui est fondateur de Engage ou Engage, si on veut avoir l'accent, à Paris, et qui est une communauté d'acteurs qui se dédie cette fois-ci à la création de contenu sur la transition et le développement d'entreprises écosystémiques aussi, qui nous en touchera un mot particulièrement. Bonjour à tous et à toutes. D'être avec nous. Et nous avons aussi Benoît Veillard, qui est un des fondateurs, participants, concepteurs, programmateurs. Il nous donnera un petit peu son poste. The Camp, donc c'est le fameux lieu dont nous allons parler un petit peu aujourd'hui, à Aix-en-Provence, donc pas loin de Marseille. Nous allons donc commencer cette petite rencontre en demandant à chacun d'entre eux de se présenter en 2 mots, et puis nous commencerons donc un petit échange de questions avec Benoît Veillard. Donc Stéphanie, si tu peux simplement en 2 mots te présenter, et chacun aura un petit mot de présentation de son parcours avant que nous commencions quelques questions. Bien, bonsoir à tous. Je suis très, très heureuse d'être là et de retrouver mes camarades de jeu. Et surtout, effectivement, comme tu l'as dit, Catherine, j'ai accompagné pas mal de projets, on va dire, à la fois des lieux, mais aussi d'animation de communauté. Et aujourd'hui, je me concentre aussi sur un lieu que moi-même, je suis en train de créer. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est effectivement de connecter les belles personnes, créer de la valeur pour des projets qui ont du sens. Et avec So Good, aujourd'hui, voilà, je réalise un petit peu aussi ce rêve. Donc, voilà, je suis plutôt une connecteuse, si je dois résumer, voire une moonlighteuse, mais je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Voilà. Wow. Mais honneur, alors, cette fois à Daphné. Ok. Bonjour à tous. Eh bien, donc moi je suis à Marseille. Donc notre métier c'est d'être des accélératrices de territoire parce qu'on est une équipe de femmes. Et je ne suis pas la fondatrice, mais je suis la co-dirigeante, qu'on est en gouvernance partagée. Notre métier, donc, c'est donc de monter des projets à impact social et environnemental sur la métropole d'Aix-Marseille, en essayant d'identifier ce qu'on appelle des trous dans la raquette. Je ne sais pas si cette expression vous parle. C'est de dire où est-ce qu'il y a des manques, où les pouvoirs publics, les associations, les entreprises n'ont pas encore apporté une forme de réponse. Et on va essayer de travailler en intelligence collective en mettant autour de la table des associations, des citoyens, des entreprises, des collectivités pour imaginer ensemble des solutions inédites. Et on va monter un premier projet bêta et ensuite on va essayer de lui permettre de changer d'échelle. Et nous ne sommes pas les porteurs de projets, nous sommes les propulseurs de solutions. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus, je crois, dans la deuxième partie de cette visio. Parfait, merci. Jérôme Cohen, donc d'Engage ou Engage. Engage, comme vous voulez, on peut le dire Engage, il n'y a aucun problème. Eh bien, bonjour, j'ai 47 ans, j'ai monté Engage il y a 5 ans. Son ambition, c'est de permettre aux citoyens, aux entreprises de saisir des grands défis du XXIe siècle. Donc, on parle à la fois de questions environnementales, de questions de gouvernance et de démocratie, de questions technologiques. En sous-jacent, il y a évidemment les questions d'éthique, et puis on attend beaucoup d'importance à la complexité, c'est-à-dire à la façon dont tous ces éléments sont reliés entre eux. Et pour faire tout ça, pour essayer de répondre à cette mission, eh bien, on a 4 pôles d'activité. Le premier, c'est Engage University, qui organise des formations, des parcours qui vont de quelques jours à quelques mois même autour de l'apprentissage profond de ces enjeux, autour de l'acquisition de nouvelles compétences de la transition, donc question d'intelligence collective, de pratiques collaboratives, de créativité, de rhétorique, etc. On a Engage Citoyen, qui est une association d'intérêt général et qui, elle vise, je rentrerai peut-être dans les détails plus tard, mais à faire émerger
des projets d'impact qui essaient de transformer la société. Là, on rassemble beaucoup d'univers différents. Ensuite, on a Engage Corporate qui essaie de faire finalement la même chose en s'appuyant sur les deux jambes de l'université et d'Engage Citoyen, des défis pour faire bouger les entreprises de l'intérieur. Et puis, on a, cerise sur le gâteau, monté un lieu à Paris, à Montparnasse, qui s'appelle Engage City, et qui rassemble à la fois nos activités, mais tout un pool de partenaires. Je pense qu'on en parlera. Voilà, et merci de cette invitation. Merci à vous de participer à cette petite première session. Benoît Bayard, à vous la parole. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis directeur des partenariats de The Camp. Je viens du monde fabuleux du conseil. J'ai fait du conseil en nouvelles technologies, en open innovation. Et quand j'ai eu vent du projet The Camp il y a 5 ans, j'ai harcelé le fondateur, dont je vais vous parler un peu plus tard, pour rejoindre le projet. Et il a fini par me prendre et j'ai rejoint l'équipe fondatrice en mars 2017. Et je vais vous raconter tout ça un peu plus en détail. Parfait, mais puisque vous êtes vous avez la parole, on va continuer donc avec ce projet quand même qui est très très particulier, qui a fait parler beaucoup de lui, qui continue à faire parler de lui, qui crée à la fois beaucoup d'enthousiasme, de curiosité, mais aussi de débat. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la genèse de cette création finalement qui date de 2017 et qui est un site très très particulier, on va dire, sur la région d'Aix-en-Provence? Oui, alors la genèse, elle est même plus ancienne que ça. Ça tient vraiment à un homme, Frédéric Chevalier, qui est le fondateur de The Camp, qui a eu cette idée plutôt autour des années 2010. Donc, Frédéric Chevalier, très rapidement, c'est un entrepreneur à succès très connu dans la région Aix-Marseille, qui a eu des succès dans beaucoup d'autres domaines, parce qu'il a été champion de planche à voile, champion de karting, champion des introductions en bourse de ces sociétés. Donc, c'est quelqu'un qui a réussi beaucoup de choses. Et un jour, il a vraiment eu une remise en question personnelle. Il voulait vraiment laisser une trace. Il parlait beaucoup de son fils et des générations futures. Donc, il a fait un tour du monde pour s'inspirer et essayer de découvrir un certain nombre d'initiatives. Il savait qu'il avait envie de créer quelque chose pour un futur plus humain et plus durable. Il répétait souvent cette phrase. Et donc, il a pris plusieurs inspirations, mais je vais en citer une qui s'appelle la Singularity University à San Francisco. Il en parlait beaucoup. C'était vraiment son modèle et il disait, il faut que je crée un lieu, quelque chose qui ressemble à la Singularity University en Europe pour fédérer plusieurs types d'écosystèmes. Et donc, ce n'est pas n'importe quel lieu qu'il voulait créer et qui finalement a vu le jour, puisque ça existe, ce lieu physique, qui est quand même assez énorme, qui a coûté aussi beaucoup d'argent, qui est donc aussi une réunion de plusieurs acteurs qui soient aussi des acteurs, on va dire, d'entreprises qui ont plus que pignon sur rue en France et des fondateurs très importants. Donc, je pouvez vous faire un petit topo de ce projet qui est à la fois architectural. On est à quel volume? Là, pour moi, on est quand même sur un projet qui est quand même, je pense, à plus de 80 millions d'euros d'investissement et qui a demandé 2 ans de préparation avec des collectivités, des acteurs politiques, surtout régionaux, mais aussi nationaux. Oui, tout à fait. C'est un gros projet. Donc, il y avait une volonté, dès le démarrage, de réunir différentes typologies d'acteurs. D'ailleurs, le nom The Camp, c'est une métaphore montagnarde. C'est le camp de base pour explorer le sommet. Donc, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve avant de gravir le sommet de l'Annapurna. Donc, il y avait vraiment une notion écosystémique dans le projet. Donc, effectivement, il y a des partenaires privés, donc des entreprises, des grosses entreprises, comme Accenture, dont je viens, et aussi des sociétés comme La Poste, Sanofi, SNCF, donc beaucoup d'acteurs du CAC 40, il y en a 18, et puis des partenaires publics, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, la région, le département et la Caisse des dépôts. Donc ça, c'est…
On est sur un projet qui a été réfléchi au niveau architectural aussi. On le voit aussi maintenant, je vais nous mettre 2-3 images pour ceux qui ne visualisent pas de quoi on parle. On avait préparé 2-3 slides. Et vous êtes donc sur un projet, sur un site qui, ici, est quand même, voilà, maintenant est en train d'essayer de nous partager tout ça. Et donc, on est sur un site qui se veut aussi avec une architecture qui a été réfléchie pour en faire ce que vous avez appelé un tiers-lieu. On doit bien vous dire que de l'extérieur, c'est quand même particulier comme tiers-lieu, vu que chez nous, généralement, ce ne sont pas des initiatives de cette ampleur, ou en tout cas avec cette démarche. Donc, en quoi, pour vous, ce pôle structurel et infrastructurel en fait un lieu, comme vous avez mentionné, qu'on entend beaucoup dans les interviews depuis 2017, que ce soit pour décloisonner, pour favoriser l'accélération d'entreprises, pour pousser à ce qui a été finalement depuis lors, on va utiliser le terme de transition et d'impact. Donc ici, vous avez un projet architectural, une forte ambition au niveau des contenus et une forte ambition. À l'époque, vous parliez déjà des objectifs de développement durable qui sont aujourd'hui références communes à beaucoup d'acteurs qui s'inscrivent en transition. Voilà un petit peu un panel de questions, mais on vous écoute. Oui, bah sur la notion de tiers-lieu, on pourra y revenir, mais c'est vrai que si on reprend les définitions académiques du tiers-lieu, c'est parti des espaces Fab Lab, après ça s'est étendu au coworking, et après il y a des tiers-lieux citoyens. Donc je ne sais pas si on pourrait se qualifier en tiers-lieu, mais je vais vous expliquer déjà ce qu'on y fait, et après on pourra décider ensemble si c'est un tiers-lieu ou pas. Oui, au niveau du site et de l'architecture, c'est effectivement assez singulier. Donc, c'est déjà baigné au milieu de la garrigue entre Aix-en-Provence et Marseille. Et donc, c'est un lieu vraiment qui incite à la déconnexion et aussi au rapprochement vers la nature. Après, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de formes architecturales circulaires. Donc, tout le projet, il est bâti sur cette notion d'économie circulaire. On parle beaucoup de développement durable et d'économie circulaire à The Camp, et on a voulu un lieu qui représente ça. Donc, que ce soit sur ses formes et que ce soit sur ses fonctionnalités, parce que le site, il est éco-responsable par beaucoup d'aspects. Que ce soit sur la partie énergétique, la partie gestion des déchets, zéro plastique, etc. Et puis, il y a aussi une notion de transparence. Donc, ce lieu, il est là pour inciter à la créativité. Donc, vous avez beaucoup de cylindres en verre transparent où vous pouvez en fait croiser des gens sur le site, savoir qui est là et faire des rencontres fortuites ou infortuites. Donc voilà, un lieu effectivement assez spécifique et avec des espaces dédiés. Donc, il y a un Fab Lab dans le campus. On a rajouté même récemment donc, des studios d'enregistrement et des studios télé parce que on a dû se réinventer, on y reviendra probablement pendant cette crise sanitaire. Et puis, vous avez des équipements sportifs, toutes les facilités pour créer des ateliers d'intelligence collective, même la salle de sport, si vous voulez, en intelligence collective, parce qu'il y a des jeux gamifiés que vous faites en groupe. Donc ça, quand on a discuté un peu en préparant la rencontre, vous avez beaucoup insisté sur le côté de la capacité d'interconnexion, que ce soit un lieu qui est très particulier, qui permet aux personnes justement d'avoir un lieu très, on va dire, comme un cocon, comme ça, où ils peuvent venir se déconnecter et venir sur place. Mais de qui on parle en fait? C'est qui votre public? Est-ce que ce sont des acteurs qui sont finalement assez fortunés? Parce que, bon, il faut y aller hein, dans ce projet. Et est-ce que ce sont les fameux acteurs fondateurs qui ont des équipes qui arrivent à The Camp pour certains séminaires et formations? De qui parle-t-on en fait? Et il y a 4 grandes familles d'activités à The Camp. Donc, vous avez cité, il y a des formations qui sont des formations courtes, effectivement plutôt destinées, je ne sais pas si on peut dire à des gens fortunés, on va revenir sur les différenciations de prix qu'on peut faire en fonction des publics, mais en tout cas, effectivement, il y a un public d'abord cible qui sont les grandes entreprises ou les cadres des grandes entreprises qui viennent se former à The Camp sur des sujets
de leadership, sur des sujets de technologie, sur des sujets de développement durable, sur des sujets de créativité. Donc, on a plusieurs formats et c'est plutôt des formations courtes. Ensuite, la deuxième activité, c'est effectivement une activité de séminaire en mode intelligence collective. Donc là, on reçoit tout type d'organisation. Hein. On reçoit beaucoup, effectivement, de PME, de TI et de grands groupes, mais aussi des collectivités et des associations. Voilà, donc c'est sur la partie séminaire. Une troisième activité qui est une activité accompagnement de projet. Donc, on y reviendra probablement. On a lancé un certain nombre de projets et souvent multi-acteurs en collaboration très étroite avec des acteurs de divers bords. Et la dernière activité de The Camp, c'est, si vous voulez, une activité de résidence, c'est-à-dire on a un programme de résidence de start-up avec le village Baïséa, et puis on avait un programme de résidence de talents créatifs avant la crise. Très bien. Et donc, en gros, dans ces éléments-là, il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est vous êtes, à ce qu'on résume, hein, vous me dites si on se trompe, un créateur de contenu, mais aussi avec une vision plutôt de soutenir le développement de start-up, plutôt de start-up ou de projets de type entrepreneuriaux innovants ou l'intelligence collective, comme vous dites. Par ailleurs, vous avez des programmes courts, des programmes, on va dire, de stratégie plus longs. On en reviendra plutôt en fin de cet échange. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quel type de fonctionnement avez-vous? Qui crée ces contenus, premièrement, dans les équipes? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes collaboratif? Est-ce que c'est ouvert au public? Quelle forme avez-vous? Est-ce que c'est une PME classique qui a sa hiérarchie? Voilà, deux questions. Votre mode de fonctionnement et comment travaillez-vous pour créer des contenus? Alors, mode de fonctionnement, donc sur les formations, il y a une équipe pédagogique qui fait partie de l'équipe Cœur The Camp et qui a constitué, si vous voulez, un cercle 1 d'intervenants qui sont entre guillemets les profs sur chacune des thématiques que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, nous, on est plus là pour faire de la curation de contenu et respecter un certain nombre de démarches pédagogiques, mais c'est nos intervenants qui délivrent les contenus sur la partie formation. Sur la partie séminaire intelligence collective, donc on a nos facilitateurs, enfin on a des gens qui font de la facilitation graphique, qui connaissent les méthodologies de design thinking, enfin toute une série de méthodologies. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais donc ça, c'est des équipes The Camp. Et il y a la même logique. Dès qu'on a beaucoup de demandes, on étend un cercle 1 de facilitateurs qui interviennent régulièrement à The Camp. Et sur la partie projet, ça s'est fait de façon assez incrémentale. On a essayé de demander aux partenaires fondateurs et aux collectivités quels étaient leurs sujets d'intérêt commun. Et on a lancé un certain nombre d'explorations ou de projets thématisés. Donc, on en a eu sur l'alimentation durable, on en a eu sur le Green IT, on en a eu sur la mobilité. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça pour déterminer les projets sur lesquels on allait travailler. Merci. Donc, on va terminer et laisser la parole à Stéphanie qui continuera avec un échange avec Jérôme Cohen pour Engage. J'ai une dernière question, c'est où sont les citoyens? On va dire la démarche de lien au collectif. Vous savez que nous sommes, Nova City, une coopérative. Nous avons à cœur de développer un modèle qui à la fois soutient l'entrepreneuriat, mais aussi un lien aux citoyens, on va dire, qui peut rentrer par exemple dans le capital et qui est invité au fur et à mesure à s'engager dans un projet qui vise un bien commun. Comment vous situez-vous par rapport à cette question-là? Et deuxièmement, mais ça ce sera pour que vous y répondiez plus tard, on aimerait bien entendre votre définition de la transition. Je vous laisse répondre à l'approche. Quelle est votre approche aux citoyens? Vous avez après un peu de temps pour réfléchir à la réponse. C'est gentil. Merci. Je vous en prie. Non, on ne peut pas forcément dire que The Camp est un tiers-lieu dédié aux citoyens. Alors, on a reçu souvent des groupes, on a reçu des sujets de concertation, on avait reçu aussi… par contre,
on implique les citoyens qui sont plutôt des utilisateurs de nos solutions ou les futurs utilisateurs des projets qu'on va mettre en place sur le campus. Donc, on va parler de projets plus spécifiques, mais dans ce cas-là, vous allez voir des utilisateurs sur le campus. En revanche, ce n'est pas effectivement un tiers-lieu où il y a des débats civiques ou démocratiques qui tiennent place. C'est plus un tiers-lieu, effectivement, pour les organisations. Et des ça, c'est un programmes concept qui est très intéressant et on y reviendra dans l'échange collégial qu'on aura à la fin, c'est que vous vous définissez finalement comme un lieu alternatif pour les entrepreneurs, quoi. Alors oui, et pour les petits et les gros entrepreneurs. Donc il y a effectivement des startups via le Village by CA qui sont dans un programme d'accélération à The Camp, qu'on utilise sur les projets qu'on va piloter avec ces grands groupes, avec les collectivités. Donc la force, j'ai envie de dire, de l'organisation que nous, on a créée, le Lab, ça a été ça, hein, ça a été de pouvoir réunir des startups, des grands groupes et des collectivités pour sortir des innovations urbaines. Et puis après, effectivement, sur les parties formation, et c'était l'intention de Frédéric Chevalier dès le démarrage, c'était d'acculturer les décideurs de ce monde aux grands challenges de demain et de les préparer à la suite. Donc, il y avait effectivement une cible dans ce sens à la base. Ben merci. Je vais laisser maintenant Stéphanie reprendre une partie de l'échange. À toi, Stéphanie. Oui, merci Benoît. Alors, sans transition, je vais maintenant passer la parole à Jérôme. Et ce qui est intéressant, c'est que Jérôme est venu à The Camp organiser des Engage Days. Donc, on avait fait rencontrer plusieurs communautés à l'époque. Et voilà, on est parti d'un lieu pour créer des communautés avec The Camp. Mais avec Jérôme, justement, ma première question, Jérôme, ça serait de se dire, effectivement, est-ce que toi, tu peux nous parler justement de ta communauté, puisque toi, tu as démarré en créant une communauté. Oui, et puis le projet a beaucoup évolué, et tu le sais, parce que d'ailleurs, tu es encore dans l'association d'intérêt général qui supporte une partie de l'activité et que tu étais dans les initiatrices de ce projet. Alors, la question, c'est sur les communautés, c'est ça? En fait, oui, pour nous, parler de cette communauté, justement, de nous dire finalement en fait, les acteurs, quel réseau, et comment tu t'y es pris pour créer cette communauté, finalement, et la décrire au tout début et comment elle a grandi. En fait, au début, c'était une communauté d'acteurs assez proches de différents réseaux que je fréquentais et qu'on a fait réfléchir en intelligence collective au départ pour réfléchir à des sujets et au départ pour aider d'une certaine façon des projets d'intérêt général. Donc on se retrouvait à 40, 50, je ne sais plus comment on appelait ça, des engage camps, je crois, et on réfléchissait et puis on accompagnait des organisations, petites organisations en création, qui avaient une ambition d'impact. Et puis on s'est aperçu finalement, je me suis aperçu, on va dire, que beaucoup de ces entreprises, que ces personnes qui venaient aux engagements n'avaient pas nécessairement, à mon avis, suffisamment de connaissances sur le fond, c'est-à-dire sur les enjeux de la transition tels qu'on les imaginait, questions environnementales, questions de gouvernance, etc., et n'avaient pas forcément aussi les meilleures on va dire, les attitudes, les compétences de la transition. Par exemple, l'intelligence collective. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des bonnes idées, mais les faire travailler ensemble, je trouvais que c'était un peu compliqué. Et donc, on s'est dit, montons une sorte d'université, c'est un grand mot au départ, mais pour apprendre, pour permettre à ces gens qui veulent accompagner ces projets de s'armer, de devenir plus connaisseurs sur ces connaissances et ces enjeux. Donc, c'est là qu'est né l'Engage University. Donc là, pour faire une Engage University, il a fallu commencer à réfléchir à qui on allait faire intervenir. Donc, on a commencé à constituer une communauté d'intervenants. Aujourd'hui, on est 150, qui sont
des grands connaisseurs du climat, de la biodiversité, etc., des connaisseurs de l'intelligence collective, de la créativité, un peu comme à The Camp. D'ailleurs, moi, j'y étais aussi comme intervenant, puis il y avait pas mal d'intervenants communs à l'époque, peut-être toujours aujourd'hui, je ne sais pas. Et du coup, on a construit cette communauté. Et puis, bon, de fil en aiguille, on a évidemment après ouvert cet Engage University à tous ceux qui voulaient y participer. Alors, je ne sais pas à quel degré de précision tu veux, mais donc, globalement, il y a cette communauté des alumni de l'Engage University qui s'est constituée. Aujourd'hui, il y en a à peu près 1500 et qui suivent et qui rentrent dans cette communauté. Donc, ça fait déjà 2 niveaux de communauté. Ensuite, on s'est dit, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, il y a 4 activités. Il y en a une qui est très importante, c'est Engage Citoyen, qui, là justement, pour répondre à votre point dans la question, essaye de s'adresser aussi bien aux citoyens qu'aux entreprises. Et donc, on monte des défis qui regroupent des citoyens, des ONG, des entreprises, des médias, finalement pour essayer de contribuer, d'avoir un impact sur la société. Et là, on fait se rejoindre tous ces acteurs qui sont très différents pour les faire réfléchir ensemble. Et de cette activité est née une nouvelle communauté qu'on appelle les explorateurs, qui sont des personnes qu'on a formées à l'Engage University et qui veulent encore continuer à s'impliquer très fortement dans ces projets et dans ces projets d'impact. Et donc, ça fait une communauté aujourd'hui de quelques centaines de personnes qui travaillent sur ces défis, qui travaillent sur leur développement et qui travaillent aussi sur nous aider à faire des sessions d'intelligence collective, à faire finalement que ces projets puissent émerger. Donc en fait, Engage, je dirais que c'est à la fois des communautés de personnes très différentes qui interviennent pour des raisons assez différentes à l'intérieur de nos différentes activités. Et puis, c'est aussi, ce qui me semble fondamental aujourd'hui, une communauté d'acteurs, alors je dirais pas qui ne se parlent pas normalement, mais qui ne se parlent pas de façon très naturelle normalement, puisqu'on peut être amené à faire travailler ensemble des citoyens indépendants, des ONG qui sont très spécialistes sur un sujet, des entreprises qui veulent s'investir et investir leurs collaborateurs autour de ces projets. Donc, en fait, c'est comment on arrive à faire que tout ce monde-là se parle, s'enrichisse et apporte leurs propres compétences. Et pour donner un exemple précis, par exemple, là, ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur un défi qu'on appelle le défi biodiversité. Vous l'avez compris, ça touche la biodiversité, la chute de la biodiversité. Et donc, on a d'abord fait réfléchir ensemble par des formations, par des sessions je dirais, d'intelligence collective, de réflexion, des gens très différents entre eux, pour ensuite, progressivement, arriver à faire émerger différents projets. Là, il y en a un qu'on va lancer dans les prochaines semaines, qui est un MOOC dédié à la biodiversité et qui s'adressera d'ailleurs dans une première partie aux salariés et dans une deuxième partie aux citoyens et dans une partie aux salariés d'entreprise. Et pour réaliser ce MOOC, on a d'une part tous les intervenants qui sont spécialistes de ces questions d'Engage University, les explorateurs qui travaillent sur le programme, qui travaillent sur différents sujets pour le faire aboutir. Donc on est dans une logique à la fois très communautaire, collective et entrepreneuriale. Voilà. Et donc ces communautés, c'est le mélange de toutes ces choses-là. Et donc, est-ce que tu peux nous dire, voilà, vous êtes parti d'abord avec une communauté dite bénévole, on peut dire ça comme ça. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste encore très parisien ou est-ce que vous avez quand même aujourd'hui déployé en région, sur les territoires ou localement, ou comment tu pourrais, qualifier cette communauté? Alors, je comprends. Elle est plutôt parisienne, et puis comme on a un lieu où normalement on se retrouve, là c'est un tout petit peu plus mou, mais enfin il y a quand même des gens, mais on se retrouve. J'ai oublié de parler d'une autre communauté, c'est la communauté Gangashiti, où là on a rapproché, maintenant il y a 18 organisations et une cinquantaine d'indépendants qui justement représentent aussi des sous-communautés qu'on essaie de faire travailler ensemble sur nos projets et de tous les secteurs d'impact. Les gens travaillent dans la santé, dans l'environnement, dans l'éducation, etc. Et pour répondre
à ta question que je vais essayer de ne pas perdre, ma chère Stéphanie, qui était quoi déjà? Quelle était Non, en fait, moi, mentale. c'était voir aussi comment tu animes cette communauté. C'est-à-dire, vous êtes parti d'un petit noyau dont je Ouais. faisais partie Ouais. et qui a grandi. Donc, ce qui peut peut-être intéresser nos auditeurs, c'est aussi Ouais. de savoir comment vous gérez maintenant de l'intérieur. Est-ce qu'il y a une Ouais. équipe dédiée à l'animation des communautés ou est-ce que c'est par projet? Ça peut être intéressant de savoir parce que Oui, c'est les deux en après, fait. je vais t'interroger sur le lieu et essayer de comprendre D'accord. pourquoi vous avez créé un lieu. Mais avant ça, Ouais. la communauté a grandi. Comment Ouais. est-ce que finalement ça s'est passé et comment on est confronté finalement à des En fait, comme je te dis, il y a vraiment il y a différentes communautés et des sous-communautés en fait. Et je pense que ce qu'on aperçoit, c'est que les communautés, elles sont aussi assez, j'allais dire zappeuses, mais enfin, elles passent d'une communauté de So Good à Engage à Make Sense en passant par WeShare. Donc, il y a différents. Il y a à la fois les explorateurs qu'on a formés et qui sont très fidèles et qui s'intéressent et qui s'engagent fondamentalement, qui sont adhérents de l'association, etc. Ensuite, il y a tous ceux qui nous suivent en assistant à des conférences, en venant à des temps d'intelligence collective pendant leur demande, mais qui sont plus des participants, si tu veux. Les autres sont devenus des co-animateurs d'Engage. Et d'ailleurs, ces co-animateurs, ils sont bénévoles quand ils travaillent sur des projets d'intérêt général, mais quand ils travaillent avec nous sur des projets d'entreprise, ils sont rémunérés. Donc, ils ont aussi un intérêt différent. Et je pense que ce qui est très... enfin, moi, ça peut paraître une évidence, mais je pense que le plus important, c'est de bien répondre, pour faire communauté, il faut fondamentalement s'intéresser. Ça paraît évident, mais peut-être parfois on l'oublie parce qu'on veut imposer des choses à ce que les personnes ou à ce que les organisations attendent véritablement. Et parfois on dit, je vais faire bouger les choses, je vais être innovant, donc ils me suivront. En fait, non. Donc c'est un doux équilibre, un juste équilibre entre le fait de faire bouger les choses. On parlait de transition tout à l'heure, on est tous animés, je crois, ici, par envie de faire bouger les choses, mais il ne faut pas oublier qu'on ne va pas faire des choses de force à des personnes ou des organisations. Donc, réfléchir à ce qu'ils vont basiquement y gagner. Alors, ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'argent, toute forme de gratification, ça peut être pour certains une simple contribution et c'est suffisant, mais dans la durée, il faut bien réfléchir à ce qu'ils vont, à leur motivation profonde et j'allais dire, c'est pas comme du crowdfunding, c'est pas des contreparties, mais ce équilibre entre ce que l'on donne, ce qu'ils y gagnent. Et d'ailleurs, l'équilibre qu'on a trouvé, par exemple, pour les explorateurs, c'est qu'en devenant explorateurs, et une communauté qui grandit beaucoup aujourd'hui là-dessus, on les forme gratuitement à l'Engage University. Ils apprennent beaucoup de choses. Et donc, d'une part, ils sont meilleurs parce que après, quand ils travaillent sur nos projets d'impact, ils ont un niveau de connaissance et de compétences qui grandit énormément, mais eux, ils se nourrissent aussi et ils progressent et voire ils peuvent être rémunérés. Et puis, autre question, est-ce qu'on est plutôt parisien, sauf que, grâce à peut-être, on a lancé aussi dans la partie citoyenne, donc une sorte d'open university qu'on fait après, à travers des engagements citoyens, mais aussi avec différents types de conférences ouvertes, où là maintenant on a évidemment des personnes qui se connectent d'un peu partout dans le monde. On a eu 50 000 l'année dernière qui ont participé, ce qui est quand même pas mal. Et là, donc ça nous permet aujourd'hui, je pense, peut-être, on verra, mais d'envisager à ce que Engage puisse s'implanter plus physiquement dans différents espaces, même si aujourd'hui on est quand même relativement concentré en fait, sur ces activités à Paris, même si aujourd'hui on fait de l'intelligence collective avec des gens qui sont partout dans le monde en permanence. On a travaillé pour des beaux. Enfin, voilà. Donc c'est difficile. Est-ce qu'elles font partie de la communauté ou pas? Voilà. Pour redonner un peu le contexte. Donc tu en as parlé déjà tout à l'heure, mais du coup revenir sur le lieu. Donc toi tu es parti d'une communauté et tu as créé un lieu à l'inverse de The Camp. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de créer un lieu? Quelle a été finalement la motivation derrière ça et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pourquoi ce lieu en fait? Parce que j'avais envie de perdre beaucoup d'argent. Non, c'est pas vrai. Non, pourquoi un lieu? Pas mal de raisons. La première,
c'est que on avait beaucoup d'activités, Engage University, mais d'autres aussi, qui ont un sous-jacent assez logistique. Et donc, être éparpillé, faire ça dans différents lieux, c'était très compliqué. Donc, il y avait, première motivation qui est assez basique, de simplifier notre vie. Deuxièmement, comme tu l'as compris, l'intérêt d'Engage, c'est aussi de rassembler des énergies, des organisations pour travailler ensemble. Et donc, c'est ce qu'on faisait presque naturellement, mais il nous manquait l'endroit où se rassembler. Et donc, on s'est dit, c'est probablement une bonne méthode, enfin, d'avoir ce creuset, cet endroit, cet espace où les gens se rassemblent en permanence et créent des choses ensemble. Alors, au début, c'était à la fois pour Engage, pour nos projets, mais c'était aussi une demande, je crois, forte, qui peut paraître assez évidente aujourd'hui, mais je pense qu'il y a 5 ans, ces lieux étaient beaucoup plus rares. Et il me semble qu'on avait beaucoup cette discussion ensemble, Stéphanie, c'est qu'on a aussi, nous, peut-être un peu moins aujourd'hui, si la prise de conscience est un peu meilleure, mais aussi pour se rassembler, pour se donner de l'énergie, pour croiser des idées, pour s'entraider. Et donc, ces lieux, c'est aussi un peu des cocons de revitalisation, d'endroits où on peut s'accueillir, où on peut partager des informations, des connaissances, se voir, etc. Et aujourd'hui, je crois aussi, c'était très très vrai hier, je pense qu'on en a encore besoin aujourd'hui, même si c'est devenu un peu plus à la mode, et que c'est important je crois, ça facilite beaucoup en fait ces lieux où des énergies, des connaissances peuvent se rassembler. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on l'a fait. Évidemment, je crois qu'un lieu, pour qu'il fonctionne, je crois qu'il y a plein de choses, enfin plein de raisons à leur bon fonctionnement. Je pense qu'il faut qu'il ait une ambition, une mission assez claire. Nous, c'est clairement destiné à tous ceux qui travaillent sur la question d'impact, multidisciplinaire, multisectoriel, mais dédié à cette. Donc, c'est un partage de valeurs et d'ambition. Et puis après, on y reviendra peut-être, mais c'est de trouver, là encore, la façon dont on va répondre à l'intérêt premier de ces personnes qui s'y installent. Alors, chez nous, il y a un intérêt, c'est que ça ne coûte pas du tout cher. Donc ça, c'est quand même pas mal pour elles, parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas les moyens de payer des lieux à Paris qui valent une fortune ou d'avoir des bureaux. Mais tu vois, par exemple, je te dis qu'il y a je sais pas, 18 organisations chez nous. Je suis membre du board ou du CA de 5 d'entre elles. Elles sont membres pour certaines du board d'Engage. Ça prend beaucoup de temps, mais finalement, moi, ça me donne une ouverture, c'est des façons de fonctionner, sur une connaissance sur les sujets qu'elles traitent, qui est irremplaçable, quoi. Alors évidemment, aujourd'hui, on est tous un peu confinés chez nous, même si on passe de temps en temps là-bas, mais quand le lieu fonctionne, c'est aussi une bulle, une source d'énergie qui est fantastique. Et puis, n'oublions pas que dans ce lieu, on accueille, comme The Camp, plus petite échelle, on n'a que 1500 mètres carrés, on n'est pas The Camp, mais on accueille aussi des grosses entreprises qui viennent se frotter, en fait, qui connaissent pas du tout. C'était justement ma dernière question sur le fait d'avoir switché, d'être partie d'une communauté d'indépendants, même de chefs d'entreprise, etc., qui venaient personnellement aux Engage Days, etc. Et là, est-ce que le lieu t'a permis d'aller plus vers l'entreprise et donc de créer un business model justement plus orienté sur des méthodologies, des expertises au profit des entreprises? Est-ce que tu pourrais dire ça? Est-ce que ça t'a permis de faire une bascule? Non. Ou est-ce que ça, tu l'avais fait avant? Non, je l'avais fait avant. Et que du coup, maintenant, effectivement, quand même, dans ce lieu, tu accueilles aussi des entreprises et tu organises des… Et alors, il nous reste très peu de temps là sur cette… Je vais aller vite. Voilà, ça va intéresser les gens de savoir au niveau du business model et à la fois au niveau aujourd'hui de tes propositions aux entreprises, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez Engage? Alors déjà, on a lancé l'activité entreprise avant, avec un constat très simple, plusieurs d'ailleurs. Un, que les salariés étaient des citoyens, et d'abandonner les salariés quand ils étaient dans leur entreprise, c'était peut-être pas une très bonne idée. Que les entreprises étaient évidemment des acteurs majeurs de la transition et que sans elles, on n'y arriverait pas. Ça paraît une évidence. J'avoue qu'au début, je n'ai plus envie de retravailler avec les entreprises parce que j'en étais saturé
mais j'ai trouvé que finalement, c'était fondamental et intéressant de travailler avec elle. Et puis, troisièmement, parce que c'était aussi une source de financement pour faire vivre une communauté. Donc, toutes ces raisons-là nous ont poussés à créer Engage Corporate et qui, aujourd'hui, voilà, c'est absolument nécessaire. Je pense qu'il est plus tenable de séparer la fonction et puis la personne. Et donc, les entreprises, les salariés, enfin, les citoyens vont venir à Engage pour s'engager dans un projet d'impact. Et puis, quand ils rentrent dans leur boîte, on va leur dire exactement le contraire et continuer la routine comme avant. Ça, c'est intolérable pour elles. Donc, il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Donc, aussi, on essaye de faire que les salariés deviennent des engagés ou les engagés sont des salariés et que tout ça, finalement, par étapes successives, ne fasse plus qu'un et puisse entraîner progressivement aussi la transformation des organisations alors, avant le confinement qu'on accueillait à Engage City. Je crois que c'est très important que même les dirigeants, ils se frottent. Parfois, en fait, ils n'ont pas le temps, ou ils ne se frottent pas, ils ne connaissent pas les autres univers. Donc, tous les moyens que l'on a de faire que ces croisements deviennent plus effectifs. Il y a beaucoup de personnes avec qui on a travaillé en Engage Corporate. Pourquoi on a travaillé avec eux? Parce qu'elles avaient mieux goûté Engage aux Engage Days, aux Engage University en tant qu'individus, et qui se disent, mais il faut absolument que mon entreprise passe de façon collective par ce biais-là. Donc, c'est évidemment là aussi la résonance entre la transformation individuelle des personnes, c'est bizarre comme ça, on n'est pas une secte, mais enfin l'évolution, comment ça, on n'est pas une secte, l'évolution des personnes, et puis l'évolution du collectif, c'est qu'avec ce dialogue que les choses se transforment. Ça te permet, parce que j'ai une question, et puis je pense que ce serait intéressant d'entendre Daphné aussi. Ici, pour rendre des choses un peu concrètes, c'est-à-dire Engage, c'est à Paris, c'est dans le 15e, Vélizy, près de Montparnasse, c'est ça? Oui, un bâtiment qui fait 1500 m². Vous avez 18 organisations qui sont chez vous, donc j'imagine qu'elles sont locataires. Oui. Ça représente combien de personnes? Et vous touchez quel public? Ici, vous dites que vous avez touché 50 000 personnes via ce réseau de diffusion de contenu, puisque vous êtes des créateurs de formation, mais aussi des facilitateurs. Donc, on parle de combien de personnes? Dans le lieu, en fait, mais dans le lieu, il y a les personnes qui travaillent au quotidien, hors Covid, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Disons, ils sont entre 100 ou 120, donc qui représentent les indépendants et les entreprises. Et puis après, beaucoup de ces entreprises ont des activités qui s'adressent aux citoyens, qui s'adressent à des communautés. Donc, par exemple, on héberge plus que ça, c'est des amis très forts, mais la fresque du climat. Donc, la fresque du climat, avant le Covid, elle faisait une dizaine de formations par semaine. Donc, il y avait 500 personnes ou 400 personnes qui passaient. Il y a énormément de conférences qu'on organise. Et donc, là, ce n'est pas dans les 50 000, mais donc, il faudra les réajouter. Mais dans le lieu, normalement, il y a des centaines et des centaines de personnes qui passent hors Covid par jour. Donc là, ça permet… de votre communauté, c'est donc ces locataires et ces organisations amies avec qui vous avez un développement, on va dire, et des enjeux, on va dire, sur lesquels vous convergez, quoi. Oui, ça, je pense que c'est pas la communauté. Alors, c'est la communauté Engage élargie. Mais c'est pas ceux qui travaillent avec nous dans nos projets. C'est ceux qui viennent à Engage City pour travailler avec les autres membres de la communauté. Donc, ça fait encore une autre communauté. Super. Moi, j'avais juste posé la même question que vous me réservez pour la fin. Vous parlez d'impact et de transition, de quoi on parle, en fait, hein. Donc, je vais vous demander de me répondre ça sur la fin. Je prends des notes, je réfléchis. Oui, super. Et donc, je laisse la parole maintenant à Stéphanie qui va un peu nous présenter le projet de Daphné et qui a gentiment patienté avant de prendre la parole. Ah ouais. Alors, Daphné, elle s'occupe plutôt des territoires, des quartiers, des collectivités. Elle est basée à Marseille, donc chez Marseille Solutions. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la mission de Marseille Solutions? Tu en as un peu parlé dans ton intro, mais effectivement, je trouve que c'est intéressant de rappeler vraiment déjà pourquoi ça s'appelle Marseille Solutions, parce que tout est dans le titre, mais en même temps, ça peut t'aider. Marseille Problème, c'était déjà pris, voilà, donc Marseille Solutions, c'est… Je trouve que la genèse de Marseille Solutions est intéressante, donc je veux bien que tu la présentes à nos auditeurs. Ok.
En fait, Marseille Solutions, ça a été monté en 2016 par des néo-arrivants, donc des gens qui venaient d'arriver à Marseille et qui en avaient un peu ras-le-bol du Marseille bashing. En fait, on entendait Marseille est la capitale des pauvres, Marseille, capitale de la Kalachnikov. Donc, c'était un peu fatigant d'habiter dans une ville où, en fait, nous, ce n'était pas du tout ce qu'on voyait. On voyait surtout une énorme solidarité, énormément d'acteurs sur le territoire qui se motivent et qui sont engagés pour l'impact social et environnemental. Donc, ces 3 acteurs-là, ils se sont dit, il faut qu'on aide justement les porteurs de projets pour leur permettre de changer d'échelle, pour leur donner un peu plus de puissance ou un peu plus de financement. Et de fil en aiguille, il y a eu plus de 35 solutions qui ont été montées. Donc, les solutions, elles vont de l'employabilité des seniors à monter un restaurant d'insertion dans une prison, à monter une station-service zéro déchet ou à transformer des lieux vacants en lieux d'occupation temporaire pour héberger des personnes et surtout créer des lieux d'émancipation. Nous, notre métier, c'est vraiment soit on identifie une problématique et on essaye de se dire, qu'est-ce qui existe en Belgique, par exemple? Et c'est pour ça que moi, je suis aussi intéressée que vous d'être là aujourd'hui parce que je réfléchis à monter une foncière à caractère social, justement, à Marseille. Et donc, ça m'intéresse de voir comment la menuiserie est organisée et comment les citoyens peuvent investir dedans. Donc, mon intervention est hyper intéressée, en fait. Et donc, voilà, c'est imaginer des outils pour le territoire qui n'existent pas encore. Donc, nous, on travaille vraiment dans l'intérêt général. Mais on monte vraiment les projets. C'est-à-dire qu'on a une partie de notre métier qui est un observatoire. Donc là, on fait des réunions assez régulièrement avec les collectivités, avec la Fondation de France, les apprentis d'Auteuil, avec d'autres acteurs territoriaux pour se dire, OK, bon, là, il y a un problème sur l'innovation éducative, ou là, il y a vraiment un gros souci sur le logement, ou là, il y a une injustice en ce moment, la détresse étudiante à cause du Covid. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme outil pour le territoire? Et donc, dans ce cas, on va activer différentes communautés. Je te tends la perche, Steph, pour la prochaine question. Parce que je sais que le sujet du jour, c'est vraiment comment animer des communautés et comment faire communauté avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Donc, tu m'as tendu la perche, mais en même temps, ma deuxième question, c'était de dire que j'ai un peu menti, parce qu'en fait, avant d'être chez Marseille Solutions, tu t'occupais d'un lieu. Donc, ça serait bien que tu reviennes très rapidement quand même sur ton expérience du lieu, qui était un coworking, mais pas que un coworking, qui était justement un lieu de rencontre d'entrepreneurs. Donc, est-ce que tu peux, toi, nous dire qu'est-ce que tu en as retiré? Cette expérience, est-ce qu'elle t'a servi justement après pour aller créer ces alliances à Marseille Solutions? Je vais présenter rapidement parce que c'est aussi connu que The Camp, hein, évidemment. Non, c'est un plus petit espace de coworking qui s'appelle SMAC Coworking, qui existe encore aujourd'hui et que j'ai revendu pour rejoindre l'équipe de Marseille Solutions parce que je ne pouvais pas tout faire en même temps, mais parce que j'étais convaincue en tout cas qu'un lieu favorable aux connexions, favorable aux rencontres était indispensable sur notre territoire. Alors ça paraît, je ne sais pas, on a l'habitude maintenant de développer des espaces de coworking, mais il y a 6-7 ans à Marseille, il n'y avait pas tant d'espaces de coworking que ça, on était un peu à la rue. Et donc, c'est aussi parce que je sortais d'une grosse organisation qui s'appelait Marseille Capitale de la Culture, où il y avait énormément de gens dans la culture qui travaillaient en tant qu'indépendants. Et je me suis dit, c'est important de créer un écosystème favorable pour que les gens se rencontrent, créent des liens, montent des projets. Voilà, vous connaissez l'histoire des coworking. Un cran plus loin, en fait, avec Marseille Solutions, je me suis dit qu'il fallait aussi créer des écosystèmes qui ne sont pas forcément tangibles. Jérôme, il en a pas mal parlé, justement, ces communautés, pas virtuelles, mais nous, comme je citerai Jérôme Cohen, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la communauté, c'est aussi juste créer un climat de confiance. Ça paraît évident, peut-être que j'enfonce des portes, mais ce côté cadre de confiance, tiers de confiance, nous, en tout cas, on essaye de le faire chez Marseille Solutions, en étant un peu polyglotte et en permettant de mettre les gens autour de la table pour qu'ils n'aient pas vraiment de préjugés et qu'ils aient envie de travailler ensemble. Et nous, la motivation qu'on leur donne, c'est il y a un impact sur la vie des Marseillais. Donc, je veux dire, au-delà de, effectivement, on est une fondation, on est une collectivité, on est un citoyen, un homme, une personne âgée, un jeune. L'intérêt qu'on a ensemble de travailler et de se mettre autour de la table et de passer du temps sur ça, c'est de se dire comment je vais changer la vie de mon environnement, de mon quartier et comment mon implication va avoir justement des répercussions sur la vie des Marseillais. Et je te rejoins aussi encore, Jérôme, parce que je trouve que en fait, les gens passent du rôle de financeur à bénéficiaire,
à contributeurs. Au début, quand on travaillait, on allait voir les entreprises en leur disant « Ah, vous n'avez pas un peu d'argent pour travailler avec nous? On a des super bonnes idées, financez-nous. » Et puis déjà, la source, elle commence à se tarir un peu. Et maintenant, quand on va voir des entreprises, ils nous disent « Mais c'est génial votre projet, mais parlons-en dès le début, parce que peut-être qu'on va pouvoir faire du mécénat de compétences, peut-être qu'on va pouvoir vous mettre à disposition du bâti, peut-être qu'on va pouvoir travailler aussi sur… Ah oui, effectivement, dans notre entreprise, on a une problématique liée à l'emploi, liée à la préservation de la planète, par exemple. Et donc, on va travailler avec vous. Et en fait, on passe sans arrêt d'une posture à l'autre de financeurs, contributeurs, ambassadeurs des projets. Merci d'avoir… Pardon. Je me permets de revenir encore au concret, donner un exemple concret de ce que vous faites et qui est votre, enfin, comment vous financez votre activité qui a l'air passionnante, mais comment ça se passe concrètement? Alors, on a un financement hybride, sinon ça serait trop simple. Donc, on a 0 € de financement de frais de fonctionnement. Nous sommes une association. Et pour autant, on va avoir, on va dire, 3 modèles de financement. Déjà, on répond à des appels à projets. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de ça. C'est souvent le ministère ou une fondation qui va dire, bah voilà, nous, on lance un appel à projet sur le sujet du sans-abrisme. Et aidez-nous à mettre en valeur une initiative un peu différente pour prendre en considération, par exemple, les femmes victimes de violences. Donc là, on va répondre à un appel à projet, on va faire financer le projet et une partie du projet va être sur l'ingénierie de projet, donc va être pour nous. Ensuite, on est, par exemple, ambassadeur French Impact. Donc, French Impact, c'est un peu le pendant de la French Tech et le French Impact, en gros, finance Marseille Solutions pour monter des projets sur 3 défis, la qualité de l'air, l'agriculture urbaine et le sans-abrisme. Donc ça, c'est un autre mode de financement, c'est plutôt étatique. Ensuite, il y a des collectivités qui vont nous financer justement pour travailler avec eux sur des projets. La mairie de Marseille, je croise les doigts, mais ils vont nous financer pour travailler sur un projet qui s'appelle le Miaou, où on s'est dit, comme Medellín en Colombie, on a envie de monter un projet où les citoyens, les entreprises, les collectivités et la mairie travaillent ensemble pour résoudre des défis. Donc ça va être un autre mode de financement. Et le dernier, c'est les entreprises. On est en fait de laboratoire d'innovation sociale de certaines entreprises à Marseille qui vont nous financer pour monter des projets avec eux. Et on fait un peu de formation aussi. Et sinon… Déjà beaucoup. Merci. Mais ici, je relance un peu Stéphanie sur ce côté. Ce qui était quand même particulier quand on a échangé ensemble, c'était vous êtes sur un territoire qui est finalement votre tiers-lieu, c'est la région de Marseille en elle-même. Et votre action, c'est l'alliance stratégique, en fait. Et donc, vous avez une démarche de vision d'écosystème et de communauté qui est au-delà d'un élément physique, mais quand même qui est inscrit dans une territorialité, on va dire. Ouais, c'est intéressant de le voir comme ça aussi, ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que nous, on se pose la question aujourd'hui, par exemple, de monter un lieu d'innovation dédié à la transition. Donc, j'entends votre question qui va venir bientôt. Qu'est-ce que la transition? Mais je vais quand même y réfléchir un peu. J'y aurai le droit. Et en fait, moi, ce que je trouve assez intéressant, par exemple, c'est plutôt, nous, aujourd'hui, c'est plutôt d'aller de lieu en lieu. Donc, par exemple, on va se réunir à Coco-Velten, qui est un peu le pendant des Grands Voisins à Paris, qui est un lieu avec une connotation spéciale. On va peut-être se réunir à The Camp parce qu'il y aura une autre énergie. On va se réunir. Il y a un McDo qui a été transformé en pôle de d'aide alimentaire dans les quartiers nord de Marseille. Comment? Non, c'est une blague. Ok, entendu. Et donc voilà, il y a différents lieux avec différentes énergies et avec surtout différents modèles économiques. Il y a des lieux où c'est des lieux d'occupation temporaire. Il y a l'épopée avec Synergy Family, par exemple. Eux, ils ont acheté un espace qui appartenait à Ricard avant. Donc voilà, moi je trouve que c'est aussi intéressant d'emmener des gens et d'emmener différentes communautés dans des lieux différents parce qu'ils captent d'autres énergies et d'autres façons de travailler. Est-ce que ça veut dire par rapport à justement le titre de ce webinaire, c'était de dire que est-ce qu'il faut des lieux pour accélérer la transition? À t'écouter, et je sais que c'est un de tes sujets, c'est est-ce qu'il faut pas plutôt des écosystèmes qui sont cadrés, guidés et donc des alliances inédites? Est-ce que tu peux nous donner toi ta définition d'une alliance inédite ou stratégique, enfin en tout cas puisque c'est un peu là-dessus que tu travailles aujourd'hui et notamment avec les collectivités et la communauté des communautés que tu animes. Donc faut-il un lieu ou faut-il un terrain de jeu en fait? Ce serait un peu ça ma question. Bah moi j'aime beaucoup en tout cas votre
votre façon de penser sur le fait que le territoire avec Marseille peut être un tiers-lieu en soi. Ça me parle en fait. Ça va nourrir une réflexion que je n'avais pas jusque-là, mais je trouve que c'est assez intéressant. Là, comme je te disais, en fait, il y a plein de lieux différents avec des énergies différentes et c'est génial qu'ils ne soient pas tous sous l'emprise d'une collectivité ou qu'ils soient financés tous par un type d'entreprise. Je trouve que ça donne justement, ça nous permet d'innover en fait. Ça nous permet d'innover. Donc, un lieu comme la Déviation qui est dans les quartiers nord ou un lieu qui est dédié à la culture ou un lieu qui est dédié à la petite enfance, je trouve que comme il y a des modèles économiques différents derrière et des objectifs et des raisons d'être différentes, c'est intéressant, il faut qu'ils existent. Mais moi, là, je questionne aussi le fait de créer une espèce de plateforme qui va relier aussi tous ces lieux-là pour qu'on gagne aussi un peu du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on veut ouvrir d'autres lieux pour d'autres partenaires et à chaque fois, on doit embarquer de nouveau un nouveau partenaire et il va nous voir juste avec le prisme par exemple, si je viens avec la carte du McDo transformée en aide alimentaire, ça peut crisper certains, ça peut en embarquer d'autres. Alors que si je dis, bah, ça fait partie d'un maillage territorial où il y a énormément de lieux différents, bah, ça a beaucoup plus de poids. Donc là, en tout cas, je réfléchis à quelque chose de cet ordre-là, un tissage au niveau du territoire. Et voilà, déjà, les alliances inédites, là, elles le sont parce que même s'ils ont le dénominateur commun d'un tiers-lieu, en fait, il y a des profils complètement différents. Tu vois bien, si on fait travailler… bon, voilà, il y a vraiment des profils de personnes déjà complètement différentes. Et après, les alliances inédites, pour nous, c'est faire travailler des étudiants de Cage, donc une école de commerce qui est à Marseille, et des détenus qui sont en prison, une des pires prisons de France, la prison des Baumettes, pour travailler, par exemple, sur le tour de tous les possibles et envisager les futurs souhaitables à Marseille. Donc là, l'idée, en fait, c'est de dire que chez nous, donc on s'appelle bien Marseille Solutions, et c'est le fait de se dire qu'il y a chacun un bout de la solution, et en fait, on a tous intérêt à se mettre autour de la table, et pour ça, en fait, il faut créer ce fameux climat de confiance. Donc, là, je vais rebondir et faire le lien avec un projet que porte Stéphanie. Et quand on a échangé ensemble, que vous avez vraiment vous avez appuyé fort cette notion d'alliance inédite, alliance stratégique, qui pour moi n'était pas encore si clair dans votre façon d'aborder les choses, c'était de mettre en lien quatre forces, c'est-à-dire le monde, on va dire, académique, les collectifs, les citoyens, les acteurs, comment dites-vous, les collectivités, voilà, nous on va parler d'acteurs publics et d'entrepreneurs. Vous êtes plutôt sur cette notion d'écosystème et de communauté et de faire accélérer. J'aimerais bien avoir le point de vue cette fois-ci de Stéphanie, qui est là aussi parce que justement elle a une grande expérience de différents projets, que ce soit en création de programmes ou de facilitatrice de programmes dans différents projets comme High Flow ou The Camp, décidément, ils sont incontournables. Et maintenant, ça prend un autre développement, c'est-à-dire de créer une communauté qui favorise justement, nous rend une visibilité. On parle de maillage cette fois-ci via le magazine So Good. Donc Stéphanie, tu peux nous faire un petit peu un lien de ce cheminement? Oui, alors oui, rapidement, en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé en fait sur les connexions et notamment d'amener dans l'entreprise très tôt l'art, d'amener dans l'entreprise très tôt des personnes atypiques. Et puis après, on n'appelait pas ça il y a 20 ans l'innovation sociale, mais finalement de faire rentrer des associations et des projets. Et avec So Good, bizarrement, je suis revenue à mes premières activités, parce que j'ai commencé dans les médias. Ce qui est intéressant avec So Good, c'est qu'on est aussi parti d'une idée de rencontre. C'est-à-dire qu'on a fait rencontrer une boîte de crowdfunding qui s'appelle Ulule, donc de dons participatifs, de financement participatif, qui, elle, gère tous les jours des porteurs de projets qui ont envie de faire bouger les lignes et de lancer et de faire des go-to-market pour voir si leur projet de service ou de produit peut marcher, avec une vraie, comme le disait tout à l'heure Jérôme, c'est-à-dire avec une vraie approche de dire, si je dois créer aussi ma première communauté grâce à ça, il faut que j'ai des contreparties. Donc, il y a toute une réflexion et des très, très belles histoires. Et Ulule a rencontré un groupe de presse indépendant qui s'appelle SoPresse en France, qui a justement la valeur de cette indépendance et aussi de cette folie, parce qu'ils ont créé des magazines sans attendre d'avoir une cible ou une problématique. C'est plutôt par la motivation, l'envie
et la folie des fondateurs. Et en se rencontrant et en amenant ensuite, avec des personnes comme moi, des communautés autour de l'innovation sociale, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas une campagne de crowdfunding nous aussi pour un magazine qui serait sans publicité, avec du papier recyclé, de l'encre non polluante. Mais ce qui est intéressant, c'est la notion de mettre en valeur des projets, on va dire, d'impact, enfin, ce que vous appelez d'impact positif, et de justement être un facilitateur de ces communautés au-delà de lieux physiques, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Et donc, finalement, la campagne de crowdfunding qu'on a lancée sans avoir finalement d'objectif, elle est tombée après en plein Covid l'année dernière. Et là, on a vu effectivement cette solidarité incroyable, enfin des rencontres, des aides entre voilà, ce qu'on appelle nous les activistes aujourd'hui, et sans avoir un lieu, mais en fait, le lieu, c'était le média en fait. Donc c'était encore autre chose. Alors, on va parler maintenant je garde toujours mes questions sur la transition, hein, je vous les demande dans 2 minutes, mais je vais revenir sur l'évolution du business model et de s'adapter. On a parlé de The Came qui crée en fait un lieu absolument dément en termes d'infrastructure et de coûts, et qu'il faut faire évoluer un business model. Et là, ce serait intéressant aussi de mettre un petit peu en regard les différentes démarches qui est, en fait, il y a des dynamiques qui sont très, très différentes. Vous avez des enjeux de communauté, de collectif, ça c'est clair, et aussi de capacité de création de contenu et de formation. Ce qui avait été, Benoît Bayard, je reviens avec vous, vous avez mentionné que le business model était quand même un des enjeux, l'évolution de ce business model était quand même important, c'est-à-dire qu'au départ, vous aviez cette envie très, très ambitieuse d'être transformateur d'entreprise, etc. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous avez un lieu qualitatif et une capacité de formation et de séminaire, finalement. Oui, enfin, en tout cas, clairement, il y a eu un pivot sur les business models à The Camp. Il y avait un business model initial à The Camp qui était basé essentiellement sur des revenus liés à la formation. Donc, à la formation des organisations, des grands groupes. Et ce business model, dès la première année, tel qu'il était défini dans le plan, on a vu qu'il ne tenait pas. Ce business model, il devait nourrir toutes les autres activités qui devaient être des activités, entre guillemets, non-profit ou bien à l'équilibre. Donc, il a fallu se réinventer en cours de route. Et c'est pour ça que je vous dis que maintenant, The Camp, en plus de la formation qui commence à décoller, mais ça n'est pas ce qui avait été prévu dès le démarrage, clairement, on a cette activité de séminaire d'intelligence collective, alors qui fonctionne bien, voire très bien, parce que, comme vous le disiez, le lieu attire beaucoup, beaucoup de monde. Et puis… il n'y a pas de locataire sur place, c'est ça? Pardon? Vous n'avez pas de bureau, de locataire sur place? Non, tout à fait. Contrairement à des gros autres tiers-lieux type Station F, KM0 ou Darwin, on n'a pas de locataire sur place pour l'instant. C'est aussi quelque chose qu'on va regarder dans les business models à venir, mais on a cette société d'exploitation qui s'occupe des formations, des projets et des séminaires, qui est le seul locataire de l'espace, entre guillemets. Donc, effectivement, c'est un travail en cours, mais en fait qu'on avait engagé avant la crise sanitaire. Donc, on a fait un pivot sur ces business models. Là, évidemment, le Covid ne nous a pas beaucoup aidé, donc on a un site vide, mais on a quand même réussi à se réinventer d'un point de vue digital, comme beaucoup de monde. Donc voilà, ça fait partie d'un tout. C'est clair qu'en tant que coopérative, nous, on s'est intéressé à des différents projets que Darwin nous a interpellé beaucoup. Par contre, on a décidé de tenter un séminaire ici, une rencontre, un échange, parce que vous avez affirmé que vous vouliez des modèles socio-économiques d'avenir et travailler sur l'impact et la transition. Donc, on y est. Ça veut dire quoi tout ça? Quels sont vos points de vue par rapport à ça? Peut-être, Jérôme Cohen, votre point de vue sur c'est quoi cette ambition de vouloir avoir un impact et d'engager vers des nouveaux modèles d'entreprise et d'impact citoyen? Ah oui, alors d'accord, ça c'est pas la question de la transition. Voilà.
On peut commencer, il y en a 3 dans une en fait, hein. Donc vous pouvez commencer. Non, C'est quoi votre approche de la transition? D'accord, ok. Alors non, mais je vais répondre de 2 façons différentes. Je pense que la volonté d'impact, elle est sous-jacente à la transition. Mais la volonté d'impact, c'est de dire comment on fait pour que chaque citoyen, en fait, chaque personne qui ne fait plus qu'une et qui rentre en cohérence à tout moment de sa vie, finalement, considère que la transition soit logique et soit au cœur même de sa vie. Ça, je pense que ça, c'est fondamental. Et qu'on ne soit pas compartimenté ou saucissonné entre 9h midi, 2h, 5h, là je bosse, et puis reste. Donc, comment on arrive à faire naître cette cohérence? Et c'est une cohérence qui est d'une part compliquée en elle-même, qui nécessite pour moi un changement fondamental, mais aussi une acquisition permanente de connaissances. Je pense que c'est très compliqué d'être un citoyen engagé aujourd'hui. C'est très compliqué de comprendre fondamentalement tout ce qui se passe au niveau environnemental, au niveau technologique, au niveau de la démocratie. Et sans cette connaissance profonde, à mes yeux, les évolutions qu'on pourra faire naître seront excessivement superficielles, voire ne serviront à rien. Et ce sera quelques petites solutions par-ci par-là, un peu techno, machin, en maquille, et rien ne change. Et je pense que du coup, le monde ne changera pas, ou en tout cas, la transition ne se fera pas. Parce que pour moi, du coup, et j'enchaîne habilement sur ce que c'est que la transition, non, du coup, pour moi, la transition, c'est une transition de soi intérieur, une transition du lien à l'autre, une transition de son rapport au monde et à la nature. Donc pour moi, c'est la transition du monde, elle est plus sur comment on passe du monde de la coupure au monde du lien, comment on passe du monde de la destruction au monde de la régénération, en quelque sorte. Bon, donc pour moi, la transition, elle est en lien avec la nature, fondamentale de chacun, et la nature. Je n'aime pas parler d'environnement, parce que l'environnement, c'est ce qui a déjà été quasiment transformé par l'homme. Donc c'est comment on se reconnecte fondamentalement à cette nature, et finalement, comment, pour moi, donc du coup, c'est une révolution spirituelle, en fait. La transition, elle est spirituelle ou elle n'est pas. Donc, elle n'a pas d'intérêt, sinon. Ce que vous offrez aussi avec votre initiative d'Engage et du lieu, c'est d'avoir aussi un endroit où des personnes peuvent trouver des interlocuteurs qui se posent fondamentalement, on va dire, ce genre de questions, qui sont de vrais interlocuteurs qui cherchent à faire sens, à faire du lien, et à travailler avec une résonance. Vous avez mis beaucoup en avant un élément sur les équilibres des échanges, comment favoriser ces éléments-là. Ça, c'est intéressant, et c'est quelque chose qui est une des valeurs de votre communauté. Oui, voilà. Enfin, on peut mettre énormément de choses derrière le mot échange, mais en tout cas, la recréation de liens, et oui, je pense être au cœur de ce qu'on essaye de faire. C'est travailler ce matériau-là, ce matériau humain, c'est forcément, probablement ce qui est le plus difficile. Et en même temps, c'est à mes yeux, un sous-jacent fondamental et décisif de la transition. Travailler le lien, vous voulez dire? Pardon? Travailler le lien. Oui, on peut appeler ça le lien, oui, le lien entre les êtres, mais et le lien à l'autre étant aussi la nature dont nous faisons partie. Donc c'est comment on se réinvente, nous, en tant qu'humains, ici sur cette terre, maintenant. Et d'ailleurs, on parle souvent de la transition climatique. Bien sûr, c'est fondamental, et c'est un sujet qui malheureusement va nous occuper dans les 50 ou 60 prochaines années. J'espère qu'on y arrivera. Mais derrière cette transition climatique, il y a la question de la biodiversité, il y a notre rapport à la nature, il y a cette coupure qu'on a créée dans la société et qu'il faut aujourd'hui totalement renverser. Peut-être qu'on inventera dans 30 ans une façon de capter et de démultiplier les puits carbone, ou une technologie. Mais pour moi, ce n'est pas ça le sujet, en fait. Le temps avance, et vous avez parlé de quelque chose qui s'appelle l'aventure participative Convention 21. Stéphanie, tu avais mis ça en avant aussi. Je vous laisse peut-être nous partager ceci. Ouais. Alors, la Convention 21, c'est un projet qu'on a monté avec une des intervenants de langage université qui s'appelle Virginie Resson-Victor, et qui vise, à partir de septembre prochain, si vous voulez, c'est une aventure très participative qui a pour ambition en s'inspirant quelque part de la Convention citoyenne pour le climat qui a lieu en France, vous avez dû le suivre peut-être
jusqu'au mois de juillet dernier, qui vise cette fois à permettre à 150 entreprises tirées au sort de, quelque part, trouver les solutions pour que les entreprises contribuent au mieux à la transition sur les questions de climat et de biodiversité. Et donc, c'est un processus en 3 étapes. D'abord, on a réuni et on continue à réunir énormément d'acteurs du monde économique ou de la transition, on va dire, au sens le plus large du terme, qui vont d'abord réfléchir entre elles aux questions fondamentales, aux aspirations qu'elles ont pour réussir à accélérer finalement cette transition des entreprises, notamment via une plateforme participative, etc., mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ensuite, 150 entreprises tirées au sort et représentants d'entreprises tirées au sort, qui sont divisés en 3 collèges, 60 dirigeants, 60 salariés et une trentaine d'investisseurs actionnaires, vont avoir pour mission, finalement, de répondre aux questions posées par tous ces représentants du tissu économique, en disant quelles sont les actions prioritaires que les entreprises doivent mener pour réussir cette transition et pour globalement réussir l'ambition bas carbone de la France. Et à l'issue de ces propositions qui vont sortir, ces propositions prioritaires, je ne sais pas s'il y en aura 100, 150 ou 200, eh bien, on va les diffuser à la fois dans la sphère économique, notamment au travers de tous ces représentants de la sphère économique qui auront mandaté ces 150 de réfléchir sur ces sujets, pour ensuite les diffuser, facile appropriation et la mise en action dans tous ces réseaux. Et puis, on va les porter à partir de juin prochain, on va dire, au président élu et aux députés. Parce que ces solutions, elles seront à peu près de 3 ordres, et je finirai là. Il y aura des propositions visant à changer le business model pour faire simplement des entreprises, des propositions pour essayer de se mettre d'accord sur les conditions transverses sur les entreprises et les questions de référents, les questions d'impact notamment, et puis des questions d'ordre législatif, parce que sans un accompagnement législatif, on sait que la transition ne se fera pas. C'est d'ailleurs plutôt ces propositions-là législatives qu'on portera aux politiques. Voilà ce que c'est la Convention 21. Donc, on a aujourd'hui une trentaine de partenaires, mais on en aura beaucoup plus dans les mois qui C'est viennent. intéressant de voir que vous êtes un des acteurs très impliqués sur ce type d'éléments. Vous êtes passé un peu vite en disant qu'il y a une consultation citoyenne, mais je pense que pour nous, en tout cas en tant que coopérative, ça nous intéresse beaucoup. Bien sûr. Donc, je pense que certains peut-être ici seront intéressés d'avoir les liens. Voilà. Il faut taper convention21.fr. Voilà. Le nouveau site sort d'ici la fin de semaine, donc il présentera beaucoup plus profondément tout ce système consultatif, participatif. Voilà. On s'appuie sur une technologie d'une plateforme qui s'appelle Assemble, portée par une organisation qui s'appelle Bluenov. Nouveau tiers-lieu, peut-être. Hein? Un autre tiers-lieu. C'est une sorte de tiers-lieu virtuel, si vous voulez. Voilà, si on veut mettre du tiers-lieu virtuel, mais où les organisations pourront participer en amont. Alors, il y aura une participation de la sphère entreprise, participation de la sphère académique, participation de la sphère citoyenne, et tout cela remonteront ces propositions pour que les 150 les traitent, les malaxent et fassent ressortir ce qui à leurs yeux est prioritaire. Et pour Benoît Bayard, vous parliez-vous de quelque chose qui s'appelle SolarCamp. Donc, même chose, si vous avez des initiatives qui sont émergentes de votre initiative collective. Oui. Alors, en fait, on a créé au sein de The Camp cette initiative de lab urbain, duquel sont sortis un certain nombre de projets d'innovation urbaine, avec un peu toujours la même approche. C'est identifier un problème sur le territoire, identifier des acteurs qui seraient potentiellement contributeurs ou sachants sur le problème, et trouver un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation pour lancer l'innovation. Donc, pour être plus spécifique, oui, il y a ce projet qui s'appelle SolarCamp, qui est un projet de gestion et de partage de l'énergie verte. Donc, c'est un projet qu'on a prototypé à la gare SNCF d'Aix en Provence. Donc, je vais vous le faire très rapidement, mais c'est un projet technique qui vise à redistribuer et à stocker l'énergie verte dans les batteries des véhicules électriques et de la redistribuer dans le réseau
au moment où il y a des pics de charge. Donc, typiquement, vous allez venir vous garer à la gare d'Aix-TGV avec votre véhicule électrique. Bon, bah, vous partez pendant 3 jours à Paris, vous le laissez là sur sa place. Bon, pendant la journée, il va se charger de façon classique. Et pendant la nuit, bah, la gare, qui aura un pic de charge, va aller chercher l'énergie dans votre voiture. Donc ça, c'est un projet collaboratif qu'on a mis en place avec la région, avec la SNCF, avec une start-up de notre écosystème, avec un grand groupe, Vinci Énergie. Voilà, et donc on a joué ce rôle d'assemblier, si vous voulez, pour pouvoir faire en sorte que les acteurs se parlent, collaborent autour de ce projet, mettre des assets en commun, et puis qu'on puisse tester auprès d'utilisateurs la véracité. Ok, le temps avance et moi je suis ravie d'avoir entendu tous ces points. J'aimerais bien maintenant vous poser la question on a échappé à certains à la définition de la transition, mais on a eu celle de Jérôme Cohen qui est excellente. Donc merci Jérôme. On est partagerons, je crois. Voilà, on est comblé, on passe à un élément qui est de dire aujourd'hui nous avons entendu beaucoup d'éléments qui mettaient en avant l'aspect d'alliance stratégique, de lien, de communauté, de faire sens. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi les enjeux là, de dire est-ce qu'il faut un lieu physique, pas physique? On parle de faire communauté, de favoriser ces alliances et cette capacité de collaborer pour être créatif et pour agir concrètement et faire un peu à notre échelle bouger les choses. Pour vous, selon vos expériences, c'est quoi les enjeux? Donc, il y en a un qui va peut-être particulièrement partager son point de vue. Moi, pendant que j'ai mon micro ouvert, sur le sujet des lieux, je vous partagerai, si ça vous intéresse, la thèse d'une de nos doctorantes qui a analysé 5 labs urbains à travers l'Europe pendant 3 ans et qui a regardé sur des expérimentations urbaines très concrètes quelles étaient les méthodologies et quelle était la nécessité d'avoir un lieu, ça fait partie des hypothèses de sa thèse, pour pouvoir gérer ces programmes-là. Et en fait, dans la conclusion de la thèse, parce que j'ai fini la 500e page avant-hier, il fait état de presque l'inutilité du lieu physique pour cette activité-là. Donc voilà, après ça ne veut pas dire qu'on a construit un campus pour rien parce qu'on y fait aussi d'autres activités comme des formations, mais on peut challenger l'utilité du lieu pour tout du moins ces activités de collaboration et d'écosystème pour de l'innovation urbaine. Donc elle met en avant, est-ce que je comprends bien, le côté aussi nécessité de collaborer, de faire collectif et que c'est ça qui est à mettre en avant. C'est des méthodologies, c'est de la constitution d'écosystèmes et c'est des terrains d'expérimentation. Mais finalement, on peut aller se retrouver chez les uns, chez les autres, et ce n'est pas ça qui change fondamentalement la conduite du projet. Vous partagez ce point de vue? Daphné, oui. Daphné, oui. Oui, j'aurais pu écrire cette thèse, tout à fait. Non, mais oui, bien sûr, je partage complètement cette idée-là. C'est un peu le point de vue que j'avais au début. Et juste, si je devais répondre à votre question sur les enjeux de notre territoire, en tout cas, les enjeux que je vois, c'est de mettre les gens en mouvement. J'aurais tellement aimé donner ma définition de la transition, mais… Mais vas-y, donne-la quand même. On mange la technique, tu la donnes pas. Non, mais c'est vraiment ça. Pour moi, c'est lutter contre le déterminisme, quoi. Lutter contre le fait de se dire, on l'a déjà fait, ça n'a pas marché. Restons bien là à constater qu'il y a plein de problèmes autour de nous. Pour moi, la transition, c'est vraiment permettre les gens de se mettre en mouvement, voir grand, c'est sûr, il faut avoir de l'ambition quand même, c'est voir grand, commencer petit et aller vite. Et on y va et on teste des choses et surtout, on s'appuie d'abord, on s'appuie sur les rebelles constructifs. Nous, notre communauté, c'est ça, c'est les gens qui veulent changer les choses. Les rebelles constructifs, il y a… Et j'ai déposé, laisse tomber, Jérôme. Non, mais voilà, c'est déjà s'appuyer sur des gens qui ont cette motivation-là, parce que objectivement, sinon, si on doit aller convaincre tout le monde, bonne chance. Donc moi, je m'appuie plutôt sur les gens qui ont envie déjà de se mettre en mouvement. Et puis eux, après, ils vont polliniser un peu leurs services, etc. Donc ça pour moi, c'est très important. Et puis travailler aussi avec les pouvoirs publics, parce qu'on a un petit peu travaillé en France quand même pour les amener justement à cette posture entrepreneuriale et cette posture d'innovation sociale.
Voilà, ça sera mes enjeux de mon petit calendrier 2021. Moi, je suis un peu la voix du milieu par rapport à ça, parce que moi, je pense qu'effectivement, on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin de lieu pour effectivement faire avancer les choses. Marseille Solutions et tant d'autres projets le prouvent aujourd'hui, et Engage a très bien vécu sans lieu et a porté des messages. Donc, je pense qu'effectivement, ce qui me paraît intéressant, c'est de faire se rencontrer des communautés et de créer ensuite ce nomadisme de méthodologie, ce nomadisme d'approche, en tout cas pour les entreprises. Souvent, quand elles vont dans un lieu, elles sont attirées soit par un prestige, comme à The Camp, et aussi par la vision d'un homme, quand on peut se retrouver dans des écolieux où on va pouvoir aussi participer à un jardin participatif. Enfin, je pense que les lieux aussi donnent une âme à la notion. Il y a des choses qu'on fait à The Camp qu'on ne peut pas faire ailleurs. Il y a des choses qu'on fait à The Camp qu'on peut faire ailleurs. Donc, je pense qu'il y a aussi, je trouve que l'identité du lieu et les personnes qui les portent sont aussi importantes. Moi, pour avoir travaillé sur ce sujet depuis longtemps, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus nomades. Donc, c'est intéressant aussi de voir que ces gens-là vont bouger et du coup, ils n'ont pas besoin d'avoir un seul lieu totem, en fait. Ils peuvent se permettre aujourd'hui d'être un peu partout. Et surtout aujourd'hui, il y a de plus en plus de tiers-lieux dans des villages et en ruralité. Donc, il y a une autre tendance dite écolieu. Donc, je sais pas, je pense que ça peut être intéressant de ne pas être aussi tranché, parce qu'en fait, il y aura des gens qui auront toujours besoin de se retrouver dans des lieux et d'autres qui pourront être totalement nomades et aller butiner un peu partout. Et pour moi, c'est juste, Steph, que je renie pas heureusement, sinon je devrais me renier moi-même, l'existence du lieu, mais c'était vraiment pour montrer cet aspect collaboratif autour des projets d'innovation urbaine entre les collectivités. C'était très spécifique, ma remarque, mais évidemment que le lieu pour les formations et surtout tous ces grands rassemblements d'intelligence collective, parce que l'intelligence collective, c'est la clé de cette transition, ils sont forcément fondamentaux. Alors, je vais rebondir je vais terminer, sur une petite phrase qui est un des leitmotifs de notre petite coopérative et de la menuiserie, c'est que l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Vous avez quand même mentionné beaucoup les méthodologies. Est-ce que l'enjeu auquel on fait face aujourd'hui, c'est pas celui-là? Ça, c'est une question que je me pose beaucoup par rapport à ces facilitations de coopération, de collaboration. C'est finalement... est-ce qu'on n'est pas en train de façonner ces nouvelles façons de travailler collectivement? Donc ça, si vous avez une réflexion, c'est la mienne et je vous la partage, j'ai demandé mais je le fais. Et donc en gros, ça m'intéresse de savoir aussi comment vous, on fera peut-être une autre rencontre parce qu'il va bientôt être l'heure, mais ça m'intéresse quand même de voir aussi quel est votre positionnement au-delà des enjeux directs de votre activité, cet enjeu des méthodologies pour faire croître des alliances stratégiques et travailler en connexion. Là, je peux répondre 2 secondes. Je suis complètement d'accord avec vous. Je dirais que ça montre bien aujourd'hui que les systèmes de gouvernance, de management, de gestion de projet, de démocratie sont en train de totalement se réformer. Et je pense que, mais là on en revient, ma chère, je dirais animatrice, à cette question du lien que j'ai dit tout à l'heure. C'est comment on arrive à travailler, à participer, à faire société et à prendre des décisions finalement ensemble. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui toutes ces questions d'intelligence collective, de plateforme, de réflexion sur la façon de collaborer différemment sont essentielles. C'est-à-dire qu'on ne fera pas cette transition sans apprendre à penser et à décider ensemble, ce qui sont 2 sujets totalement différents, et de le faire autant, à mon avis, dans sa sphère, on va dire, privée, et dans sa sphère publique, que ce soit en entreprise ou en tant que citoyen votant, ou en tout cas votant, ou en tout cas acteur de sa citoyenneté. Et donc, je pense que cette question du lien, cette question de la réinvention, du faire ensemble, du penser ensemble, du décider ensemble, est absolument primordial, mais avec la connaissance profonde des enjeux, parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de réfléchir à aller sur Mars s'il n'a jamais réfléchi à ces questions. Ça, c'est pas possible. Moi, je trouve que c'est une formidable conclusion. Et comme nous sommes à 20h... J'ai pas eu d'applaudissements, mon frère. Bravo, collégialement. Voilà, en tout cas, je vous remercie à vous 4 d'avoir participé à cette initiative, à cet échange.
d'avoir montré beaucoup de disponibilité dans notre première initiative qui est la première j'espère, d'une longue vie, dans laquelle on aura l'occasion de partager cette rencontre ici sur nos réseaux et aux organisations qui sont membres de la coopérative. Voilà, donc je vous remercie à tous et je me ravie de vous retrouver et d'échanger avec vous plus avant une prochaine fois, j'espère.